On fait de la télé 3.0 sur la première, toujours un bonheur de vous retrouver sur la première, en tout cas pour faire de la télé. Merci de vous installer, toujours la même équipe, Luc, Samuel, et puis un invité pour nous accompagner dans cette première partie. Et justement, dans cette émission, on va parler de la prolifération des produits importés. Quel impact, surtout à l'heure du consommé local. Et puis, pourquoi devrait-on avoir ou voir un notaire avant l'acquisition de sa parcelle, justement? Pour en parler, nous allons recevoir dans cette émission Maître Dominique Niazo. Il est notaire et puis président de la Fédération togolaise de pétanque, président de la commission de discipline à la Fédération togolaise de football. Merci de l'accueillir. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci de vous installer. Voilà. Et dans cette émission également, des invités à recevoir. Et puis, l'instant insolite, rien que pour vous, vous installez. En fait, de la télé 3.0 commence maintenant. Voilà. Merci de nous rejoindre sur la première. C'est toujours un plaisir. Vous vous installez. L'émission commence maintenant avec cette équipe toujours dynamique. Bonsoir Luc, ça va? Bonsoir Magloire, ça va, ça va. Très bien. Très bien, week-end tranquille. On a adoré Dieu et puis le repos s'ensuit. Très bien. Bonsoir Samuel. Oui Magloire, bonsoir. En tout cas, le dimanche, il est tranquille. Ça va, ça va. Après l'église, c'est le repos. Bon, voilà. Tu as eu le temps de pianoter? Mais justement, À l'église? oui, à l'église, c'était bien en fait. Ok, très bien. Et avec nous sur ce plateau, dans cette première partie, Pasteur Kofi, il est directeur de campagne Jésus Sauve Afrique Togo. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Magloire. Vous allez bien? Je vais très bien. Soyez bénis. Amen. Et, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Amen. Plateau béni. Plateau béni, oui. Voilà. Vraiment béni. Avec nous sur ce plateau, en tout cas dans le fauteuil rouge, Maître Dominique Niazo, je rappelle, notaire et président de la Fédération togolaise de pétanque, président de la commission de discipline au niveau de la Fédération togolaise de football. Ça fait beaucoup de casquettes, hein? Tout à fait. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous? Oui, ça va aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci surtout de partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir. Super. Ouais. Voilà, vous restez avec nous et puis nos amis qui nous font l'honneur de nous accompagner. Bonsoir. Bonsoir. Ezig, Global Success. J'ai bien dit? Oui. Ah, ben là, ça s'applaudit quand même. Allez, merci beaucoup. Voilà, le décor est planté. On va démarrer cette émission avec le tout premier sujet, sinon le dossier de la semaine de cette émission, la prolifération des produits importés. Surtout à l'heure où on parle du consommé local. Quel impact? D'abord, Samuel dresse le constat. En tout cas, il nous présente là le constat qu'il a fait et puis derrière, on en parle. On les retrouve un peu partout aux abords des routes comme dans les boutiques. Les produits importés, dits venus d'Europe, sont désormais vendus à tout coin de nos villes. Vendus à prix d'or, ils sont les plus prisés par nombre de Togolais à cause de leur origine. Sans même consulter les dates de péremption ou la qualité de ces produits, il se fie juste à l'origine pour les consommer. Souvent, la date de péremption est soit proche ou même déjà atteinte. Et là, ces produits importés deviennent ainsi un danger pour la population. À l'heure actuelle, où la consommation devient de plus en plus extravertie, l'économie togolaise, qui devrait en profiter un peu de la croissance de la demande de son marché intérieur, se voit malheureusement en difficulté avec ce fléau de produits importés. Où est donc passée la promotion du consommé local? Les efforts consentis par le gouvernement
Pour encourager la transformation locale sont-ils vains? Que faut-il faire exactement pour promouvoir la consommation locale? Quelques pistes de solutions avec Magloire et son équipe. Très bien. Luc, tu as suivi en tout cas le récit de Samuel. Qu'est-ce qui amène les gens vers ces produits? C'est l'origine, comme il l'a dit, ou c'est plutôt le facteur prix? Je crois que ce n'est pas forcément le facteur prix parce que quand on compare un peu les prix, je bascule sur les meubles par exemple. Quand on prend les meubles importés, vous pouvez les acheter jusqu'à 1 million, 2 millions. Les meubles importés. Okay. Or, juste à côté, vous avez peut-être un artisan togolais qui les propose à 200 000, à 300 000 francs. Mais est-ce que c'est la même qualité? Justement, je peux dire que c'est sur les qualités que ça se joue. Mais ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément la meilleure chose que nous devons acheter. Quand je reviens sur les produits de consommation, nous avons tendance à les acheter juste parce qu'on m'a dit ça vient de France, ça vient d'Italie et tout ça. On ne prend même pas la peine de vérifier les dates de péremption. Parfois, c'est à 1 mois de la péremption. On ne sait plus si c'est bon à utiliser ou comment. Peut-être qu'eux, ils ont largué ça de l'autre côté parce que ce n'est plus bien pour la consommation. Mais OK, nos frères de l'autre côté ramassent parce que c'est à 1 mois de péremption. Il faut rapidement venir liquider ça. Ou c'est à 2 mois, le temps de convoyer ça jusqu'au Togo. Ça fait 1 mois de bateau. Ça arrive, c'est juste 1 mois. Peut-être le produit a commencé par se désagréger. On prend, on utilise parce que ça vient de la France. Donc, on a plus confiance. Or, au même moment... On va dire ça vient d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un exemple que, oui, voilà. C'est un exemple banal que je donne. Au même moment, il y a peut-être un frère, un jeune entrepreneur qui propose les mêmes choses, mais peut-être dans de meilleures conditions, fait naturellement, à un prix qui nous arrange. Puisque la santé, en réalité, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Mais on préfère aller prendre ces produits-là, dont la qualité n'est pas forcément meilleure, et on laisse ce que nos jeunes produits. On peut expliquer la chose? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Oui, on peut comprendre parce que nul n'est prophète chez soi. Nous avons tendance à faire confiance à ce qui vient d'ailleurs que ce que nous produisons. Ce qui amène d'ailleurs beaucoup de producteurs ou des gens que je connais, quand ils produisent, au lieu de mettre Made in Togo, localement, au lieu de mettre Made in Togo, ils mettent le nom... Voilà, made in ailleurs, juste pour amener les gens à acheter. Voilà. Donc, je crois qu'au-delà de tout, il y a aussi l'économie. Parce que quand nous achetons chez nos frères, chez nos sœurs, qui produisent localement, l'argent circule dans le pays. Ça ne sort plus. Mais ce qui importe, nous allons acheter, ben, à un moment donné, ils vont rapatrier les fonds chez eux. Donc, on ne prend qu'une infime partie de cette somme-là. Vous déboursez 1 million, peut-être que le pays va prendre que 100 ou 200 000 là-dessus. Or, si vous achetez chez un Togolais, l'argent circule dans le pays, l'argent reste sur le territoire. Voilà, moi je vais dire que c'est devenu une tendance. Tout le monde a envie qu'on dise, bon, moi, tout ce que j'utilise chez moi, ça vient de l'extérieur. Et c'est resté dans l'esprit de tous les Togolais, je vais dire. Donc, payer quelque chose à l'extérieur, ça devient, je ne sais pas, de luxe ou je ne sais pas. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me préoccupe, c'est du côté, en fait, alimentation. C'est vrai que quand on parle de la consommation, il y a les meubles et tout. Mais quand on prend côté alimentation, c'est vraiment dangereux parce que nous recevons certains produits ici. Surtout on est en fin d'année. En fin d'année, voilà. Pilulés sur le marché. Justement. Et tout de suite, on saute sur ces produits sans peut-être diagnostiquer, sans voir peut-être... quelle est la date de péremption? Est-ce que les produits sont vraiment... On n'a même pas le temps de voir. On n'a même pas le temps de voir. Donc, dit, ça vient de... C'est fini. C'est fini. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'à la source, on ne peut pas faire un contrôle, peut-être lorsque ces produits arrivent, avant que ça ne sorte sur le marché? Parce qu'une fois que c'est sorti sur le marché, le Togolais, lui autre, il n'a pas le temps de vérifier. Maintenant, il devrait. Mais est-ce que ceux-là qui sont en charge de contrôler ne peuvent pas aider la population de la douane? Clairement, oui. Mais là, c'est délicat parce que, vous voyez... Je prends l'exemple des pâtes dentifrice. Peut-être que celui qui convoie, ce n'est pas forcément une usine. Quand c'est une usine ou une unité de production, là, vous avez le temps, c'est produit en série et en quantité. Dès que vous vérifiez 2 ou 3 produits, vous vous dites, les autres produits sont à l'image de l'échantillon. Mais là, peut-être que la personne a ramassé dans cette boutique ou dans ce quartier
et aller ramasser dans l'autre quartier. Ce n'est pas forcément les mêmes produits que vous avez d'une même usine. Donc, à la douane, on ne peut pas tout vérifier. Yeah. On vérifie juste quelques échantillons. Oh, peut-être qu'il y a d'autres produits là-dedans qui sont cramés, qui ne sont plus bons à Alors, utiliser. donc c'est l'occasion en tout cas d'appeler en tout cas à une franche collaboration ou une vigilance de la population sur ces produits. Lorsque vous avez un produit, peu importe là où le produit. d'où Vous le qui êtes produit ici, vient, combien il prennent faut soin quand vérifier. même de lire les quoi. dates de péremption. production et de péremption? Ah, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Même au-delà des produits, même au-delà Oui. au-delà des produits importés, Oui. ce sont des habitudes que nous devons avoir. Même sur le plan local, il y a des commerçants qui ne sont pas honnêtes. Ils sont conscients que le produit est périmé ou sera périmé dans quelques jours, mais se permettent toujours, parfois ils effacent carrément. Ils Oui, effacent oui. carrément les dates de production et de péremption parce que le produit est déjà périmé. Tout à fait. Ou parfois ils changent carrément. Restons vigilants parce qu'il n'y a pas de pitié No pitié dans le business. Dans le business. Il n'y a pas de sentiment. Non, non, Bon, donc, c'est l'argent. C'est à l'argent. nous de rester vigilants. C'est l'argent. Pasteur Kofi, vous êtes ivoirien à la base, voilà. Et le cas, là nous parlons du cas togolais, mais si on prend d'une façon générale l'Afrique, on vit les mêmes réalités. Mais chez vous, comment ça se passe? C'est la même chose. Le consommer local prend le dessus ou voilà, c'est les produits importés aussi C'est la même chose aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a de beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur. Voilà, surtout que tu as les Chinois, tu as les Français, tu as tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc, il y en a beaucoup de supermarchés. Aujourd'hui, on met plus d'achats au marché local. Beaucoup vont dans les supermarchés pour faire les emplettes. Donc, les Ivoiriens consomment plus l'extérieur que le local. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais bon, il faut dire que l'Africain, en général, hein, n'aime pas ce qui est fait chez lui. Voilà. Mais il est quand même temps qu'on prenne conscience de la chose, oui. On n'aime pas ce qu'on fait chez soi. On préfère ce qui est fait à l'étranger. On dit non, ça vient de l'Europe, c'est de qualité. Ce n'est pas tout vrai. Or, nous, en Afrique, on consomme naturel, ce qui est bien. Mais il y a des personnes qui ont pris soin de laver les cerveaux des gens pour dire que non, ce qui est local n'est pas assez bon. Aujourd'hui, tu vas en Côte d'Ivoire, sur le marché, tu as ce qu'on appelle les côtelettes. Les côtelettes, ce sont de la viande de porc. Oui. On ne sait pas d'où ça vient. C'est ce que les gens consomment beaucoup. Vous voyez. Ici, tu dis, les poulets. Le porc naturel qu'on fait au village, on dit que non, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est pas propre. On sait ce qui est bon. On ne sait pas où ça vient. Les gens payent ça dans les marchés. C'est pas assez intéressant. C'est comme... L'Africain aime ça, aime ce qui est de Oui, vous êtes homme de Dieu, oui, justement, je vais rester avec vous. Oui. Et je crois que c'est le lieu de sensibiliser, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vous suivent, qui viennent suivre. Quand je prends par exemple les campagnes d'évangélisation que vous organisez, c'est beaucoup de monde. Oui. Est-ce que vous profitez de ces moments-là aussi pour inculquer ces notions à ceux qui viennent? Il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Voilà. on ne mélange pas. Okay. Il y a des cadres précis. Oui. Il y a des cadres précis où on peut parler de consommation locale. Oui. On peut organiser une conférence, un enseignement sur le bien fondé de consommer ce qui est local. Mais quand on vient dans le cadre de l'évangélisation, il ne faut pas mélanger les choses. OK. Bon. Oui. Justement, Luc a dit quelque chose. J'ai vécu un fait quand on parle du savon noir chez nous. Le savon traditionnel. Le savon traditionnel, Oui, justement. bon, c'est vrai, là-bas, il est noir. Bon, il est noir, le savon traditionnel. Il y a une dame qui vit en Finlande, là. Elle a sa boutique ici. Bon, je suis son chargé de communication, entre parenthèses. Elle est revenue. Et on a commandé ce savon-là au nord du pays. Oui. Vous vous imaginez. Regardez. Bon, non. C'est une parenthèse, en fait. C'est une parenthèse. Non, Alors, dis-nous, vous l'avez commandé à Pagoda? oui, justement, à Pagoda. OK. Voilà. Donc, le savon est arrivé, elle était revenue avec des boîtes de l'autre côté, là. Oui. Et nous avons pris soin de mettre le savon dans ces Dans boîtes. ces boîtes. Dans ces boîtes griffées. Et puis, voilà, il y a une étiquette là. Oui.
comme si c'est de là, c'est vrai. traité, quoi. Oui. Je vous dis, ces savons n'ont pas fait une semaine dans la boutique. Ça prend, oui. Ça prend. Ouais. Au même moment, il y a une dame à côté qui vend les mêmes. qui vend les mêmes choses avec les trucs de Emballé ciment. dans le plastique. Dans les plastiques de... Non, non, pas le. Dans les feuilles de. Dans les feuilles de... Papier de ciment. Oui. Papier de ciment. Oui. C'est resté là. Ah. C'est resté là. Mais c'est le même produit. C'est le même produit. Donc, à un moment, il va falloir vraiment qu'on prenne conscience de la chose en réalité. On n'aime pas ce qui est fait chez nous. Mais quand on nous dit que c'est ailleurs, on court tout de suite sur la chose. Franchement, c'est pas... Il faut un changement de Il faut un changement. Oui, mentalité. Oui. Oui, je suis d'accord. Il faut un changement de mentalité, oui. Mais au-delà de ce changement de mentalité, c'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des jeunes entrepreneurs de nos pays. Parce que quand vous prenez un produit importé, par exemple, qui coûte 100 francs, quand vous analysez très bien, le produit même peut-être coûte 25 francs. Mais l'emballage coûte 75 le packaging. francs. Le packaging coûte 75 francs. Oui. Souvent, c'est comme cela. Le même produit, vous le trouvez sans emballage, sans packaging, vous l'avez à 25 francs, tranquillement. On est d'accord. Tranquillement. On peut comparer alors Oui. le savon Justement. emballé dans du papier de ciment. Et de l'autre côté. Bon. Voilà, d'où il faut une très bonne communication derrière pour amener les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et adultes entrepreneurs, si ça existe, les amener à faire du bon pour amener la population à consommer ce qui vient de chez nous. Très bien. C'est très important. Maître, c'est la question, oui. Mais je crois que tout est dit. Ben, en réalité, bon, il y a un aspect peut-être sur lequel moi je voudrais revenir. En fait, Allez-y. nous avons été colonisés avec tout. Et la colonisation nous a dit que ce que nous avons est mauvais et que c'est l'autre qui est bon. On a grandi avec ce concept-là. Et c'est pour cela que nous avons toujours tendance à aller chercher ailleurs. Mais je crois aussi qu'il faut le dire. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont pris la mesure de la chose. C'est pour cela que la promotion du consommé local existe. Chez nous, le gouvernement a fait des journées du consommé local. Oui, du mois d'octobre. Et je crois que c'est un travail psychologique progressif qu'il faut faire. Mais en même temps, c'est ce que Luc disait. Il faut aussi sensibiliser le producteur parce qu'en réalité, derrière un produit, pour qu'il soit consommé, il y a beaucoup d'aspects. Il y a non seulement le packaging, mais il y a aussi psychologiquement l'aspect sécurité dans ce que nous mangeons. À partir du moment où nous savons que la production peut être saine, elle peut être correcte, dans un packaging qui est attrayant, attractif, sécurisé, je crois qu'on va y aller. L'inquiétude, au-delà de ce que nous avons comme problème psychologique, c'est aussi la prise en compte de cet aspect. Qu'est-ce que cela aura comme impact sur notre santé? Voilà. Et je crois qu'à partir du moment où les producteurs vont nous rassurer sur ces éléments, on est tous patriotes. Et il faut vraiment qu'un travail soit fait à ce niveau-là. Voilà, oui, tout à fait. C'est vraiment important. Je crois qu'il y a une structure dédiée à la vérification de la qualité des produits que nous consommons. Est-ce que cette structure fait son travail? Oui, je crois que ces derniers temps, elle s'est vraiment réveillée, elle s'est mise en marche. Et, en tout cas, ça fait 2 semaines ou 3 semaines de cela qu'elle a encore émis un appel pour certifier une cinquantaine de produits togolais qu'on peut aussi vendre à l'extérieur du pays. Je crois qu'il y a un travail de fond qui est fait, mais au-delà de ce travail fait par cette structure, il faut que les entrepreneurs à la base travaillent sur leurs produits. La publicité que vous faites, parfois quand vous suivez la télé, vous n'avez même pas envie d'acheter ce produit, mais la publicité vous amène à l'acheter. Juste parce que en 30 secondes, en 15 secondes, on vous fait désirer ce produit qu'on vend. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'ère où il faut faire une publicité de 2 minutes et au finish, le gars ne capte rien. Le gars qui suit ne capte rien. Non. C'est à l'endroit des producteurs. Oui, en 30 secondes, vous passez le message, vous rassurez le consommateur. Vous lui faites comprendre que ce que vous lui vendez, ce que vous lui proposez est indispensable et c'est fait chez vous. En l'achetant, il contribue à l'évolution du pays, il se fait du bien par-dessus tout. Très bien.
Peut-être, Maître, c'est Samuel qui a évoqué l'aspect contrôle à la base, à nos frontières. Ça incombe à la douane. Oui, je crois que c'est pas aussi anodin. Hein, oui, mais je crois à ce niveau, oui. il n'a pas parlé de produits périmés. C'est des produits qui sont mais des produits périmés, on en trouve aussi. Sur le voilà, on en trouve. Bon, il faut aussi dire que quand vous connaissez un peu comment la douane fonctionne, parfois il y a aussi des réseaux parallèles par lesquels certains importateurs de produits passent. Ils ne passent pas par les créneaux normaux. Ils le font parfois. C'est un réseau à combattre aussi. C'est à combattre, donc c'est un tout. C'est un tout. Bon. Et la sensibilisation est autant pour les consommateurs, mais elle est autant pour les importateurs, pour qu'ils soient beaucoup plus raisonnables comme patriotes, parce que vous ne pouvez pas amener des produits qui sont périmés pour vendre à vos concitoyens. Ça ne me semble pas normal. Au niveau des contrôles, je crois que ça doit être peut-être renforcé, mais je crois quand même qu'il faut dire qu'ils font quand même tout peut-être pour échapper au contrôle. Sinon, dès que les produits sont constatés périmés, je ne crois pas qu'il y aura un service qui va accepter que cela rentre. Mais, comme on dit, le voleur dévance toujours le gendarme. Donc, certainement qu'ils ont leur manière de le faire entrer assez subtilement. Et peut-être que c'est d'appeler les services de contrôle à être plus vigilants et étudier les créneaux et pouvoir mieux les traquer, quoi. Très bien. Voilà. Et surtout, la vigilance, elle doit être de mise beaucoup plus au niveau du consommateur lui-même. Voilà, restons vigilants. Cette période où nous aventurons vers les fêtes de fin d'année. Et comment elle dit ça au grand marché? C'est la période, hein? Voilà, c'est la bon, période. Allez, faisons extrêmement attention. Merci beaucoup à tous les deux. Pasteur Kofi, je rappelle, vous êtes le directeur de campagne Jésus Sauve, avec Togo, et pasteur Kouza Richard du MEDEC Baguida. Merci d'avoir partagé ces moments sur ce plateau avec nous. Ça a été un plaisir. Merci. Nous, on viendra vous voir là-bas. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Et derrière vous, on va recevoir d'autres invités. Merci beaucoup à toi aussi, Samuel. On te retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Allez. Merci beaucoup. À toi, bon dimanche. Voilà, merci. Allez, à tout de suite. On revient. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Voilà, retour sur le plateau pour la suite de cette émission et nous accueillons, bon déjà il s'est installé, Armel, et derrière Armel, on accueille Jules Adam Lété, membre du groupe Salut et Joie. Voilà, monsieur Jules Adam Lété qui va s'installer. Bonsoir Armel. Bonsoir Mangola. Ça va? Bien, super bien. Et le dimanche? Oui, ça va, tranquille. Et je parie que tu étais à l'église, voilà pourquoi le retard. Oui, il y avait un de mes bons amis qui célébrait son mariage, donc... Jésus revient bientôt, pas de mensonge. Non, je suis sérieux. Voilà, je suis sérieux. Jésus, bon, le pasteur l'a dit, Jésus revient bientôt quand, on ne sait pas. Mais bon, peut-être à ça, j'aurais ajouté, Jésus revient, on ne sait pas quand. Ou soit c'est vous qui rejoignez Jésus. Donc... Et là, il l'a dit. Heureusement que tu n'es pas à sa place. On dit qu'il y a des signes annonciateurs. Allez, très bien. Ces signes-là, on les a déjà. Monsieur Jules, là, dans l'été, membre du groupe Salut et Joie. Bonsoir. Bonsoir, Mangola. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va aussi. Merci beaucoup. Et vous êtes là pour nous rappeler la tenue de la Journée nationale
de reconnaissance à Dieu, JNRD, et c'est la 10e édition. Exactement. Ah, ah. 10 ans déjà? Oui, oui. Super. Oui, oui, ça c'est vite. Ça va très passé. vite. Oui, 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 oui. Alors, le 11 décembre, au stade Omnisport de Lomé, Oui. aura lieu la 10e édition de la JNRD. Donc, voilà, comme nous avons pris l'habitude de le faire depuis 2013, Oui. nous allons encore nous rassembler comme un seul peuple, un seul homme, remercier Dieu, le prier, lui remettre encore notre pays. Voilà, parce qu'il a déjà fait de grandes choses dans la vie du pays. Et encore le remercier et lui confier encore la nouvelle année 2023. Très bien. Voilà, peut-être nous rappeler l'objectif de cette journée. Initié par... Non, ne dites pas. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Ah, c'est le corps de Christ? Oui. Bon. Je vais répondre. OK. La journée a été initiée par le groupe Salut et Joie, mais aujourd'hui organisée par le corps du Christ. OK. Voilà, tout est clair, nous l'avons dit à la presse. Très bien. Voilà, il faut être Donc, transparent. Initié par Salut et Joie et porté aujourd'hui par le corps du Christ le au corps du Togo. Christ. Très bien. Voilà, donc la question c'était de la mission, Oui. ou bien la vision La de la vision, jeunesse, oui, c'est d'inculquer cette manière, ou bien cette vie de gratitude en fait. Vous savez, même en dehors de la Bible, la reconnaissance est une vertu. La gratitude est une vertu. Et si nous venons du côté de la Bible ou dans la chrétienté, quelqu'un qui remercie Dieu ou quelqu'un qui est reconnaissant a une absolue acquisition de ce qu'il a déjà. Quand tu remercies Dieu pour un truc, c'est que tu l'as en totalité et tu as encore le double de la chose. La Bible même nous l'exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Soyez reconnaissants en toutes choses ». Donc nous ne faisons qu'appliquer ce que notre Bible, ou bien ce que Dieu nous dit en fait. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà, donc le 11 Décembre. décembre, au stade municipal, c'est ça? Oui, Oui, de Lomé. au stade municipal de Lomé. Ou stade Omnisport, c'est la même chose. Oui, bon, à partir de 14h. Très bien. Voilà. Qui est censé participer? Qui est censé prendre part à cette célébration? D'accord. Tout Togolais, OK. ou bien toute personne vivant au Togo. Donc, dès que tu es à Lomé. Et je veux aussi rappeler qu'en fait, la journée, elle est dite nationale. Parce que quand nous le célébrons ici à Lomé, simultanément dans 6 autres villes du Togo, elle est également célébrée. Très bien. À Dapaon, à Kara, à Sokodé, à Palimé, à Atakpamé, à Tchévié. Et c'est Lomé, en fait, qui est, disons, le centre. Bien, c'est à Lomé qui représente l'apothéose, en fait. Donc, c'est simultanément, à la même heure, en fait. À 14h, ça démarre avec la marche des chorales de 14h à 15h30 avec l'arrivée des autorités. Et à partir de 17h30, la louange populaire avec une douzaine d'artistes du gospel au Togo, comme La Voix de Pentecôte, Salut et Joie, John et Gifty, Madame Ambitor, Pasteur Davison, Colin Siouman, Merveille, Venounier, voilà, Vaïda, etc. Voilà. D'accord. 10 ans, qu'est-ce qui fera la particularité de cette 10e édition? La particularité, c'est que nous avons plusieurs activités dans ce programme. Okay. Il y a la semaine de prière de repentance que nous avons déjà entamée. Il y a le gala de foot entre les pasteurs. C'est gâté. Ça a déjà démarré. C'était gala de foot entre les pasteurs venant de différentes dénominations. Non, il ne faut pas blaguer. On a dit entre les pasteurs. OK. Donc, non, c'est bon, hein. Si c'était que les fétiches étaient organisés. Non, lancez l'appel et puis vous verrez. Non, je crois qu'ils sont organisés. Non, ils sont organisés, ils sont en fédération. Oui, ils sont en fédération. Moi, je suis pas au courant quand même. Lancez l'appel et vous verrez. Moi, je n'étais pas au courant. Mais ça serait quand même intéressant qu'on retrouve sur un terrain de foot, pasteur d'un côté et de l'autre des féticheurs et autres. Si ce n'est que le sport, c'est bon, mais si ça doit rentrer dans autre chose... Non. Justement, que chacun fasse la démonstration de ce dont il est capable. Oui, c'est ça qui est inquiétant. Donc, avec le gala de foot entre les pasteurs, je pense que la finale aura lieu entre les pasteurs des églises de l'Assemblée de Dieu
les pasteurs du FEMIT. Vous connaissez déjà les finalistes? Oui, c'est un tournoi. C'était un tournoi qui s'est déroulé sur 3 semaines comme ça. Ok. Il y a également une soirée folklorique où les groupements de Bobobo, de Kamou, d'Akpessé, dans les églises viendront à l'Estao pour... C'est déjà bien que le folklore soit accepté dans les églises. Oui, bon, vous savez, le pasteur Kofi vient de le dire. L'église est appelée à être à l'image de la société. Si l'église ne sort pas pour entrer dans le monde comme l'évangélisation, c'est le monde qui viendra dans l'église. Donc, le mieux, c'est de cadrer, d'accepter ces choses-là et puis de les cadrer. Voilà. Luc? Non, je crois que ce n'est pas mauvais en soi. Je prends ce dernier point de son intervention. C'est la manière de cadrer ces chansons traditionnelles. Je crois que c'est ce qui fait la valeur de ce que vous présentez. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, avec les années Covid, vous avez eu à le faire en ligne et en présentiel. Est-ce que cette année, ça sera encore de mise? OK. Cette année, déjà, le stade Omnisport de Lomé, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. C'est public. C'est public. Et les bus seront sur les artères, sur les grandes artères de la ville pour convoyer la population. Très bien. Voilà. OK. Armel? Donc, il n'y aura plus cet aspect en retransmission. Ce sera retransmis, bien sûr, en ligne, sur les pages... Pour ceux qui ne pourront pas venir... Oui, bien sûr. Et pour la diaspora également, sur les pages Facebook de la GND de Salut Joie, mais également, je parle sous autorité de mes responsables sur la TVT. Voilà. Okay. Est-ce qu'on a l'habitude de retransmettre? Armel? Oui, bon, je vais peut-être m'interpeller sur le nom, la dénomination Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Oui. Pourquoi exactement ce choix de titre? OK. Pourquoi la Journée nationale de reconnaissance à Dieu? On ne pouvait pas exprimer mieux ce que nous voulions dire. C'est les mots qui représentent mieux ce que nous voulons exprimer. C'est-à-dire nous voulons que le peuple, que la population togolaise ait une journée pour reconnaître les bienfaits de Dieu. OK? Et peut-être même allant dans ce sens, est-ce que vous avez quand même le sentiment que tous les Togolais adhèrent à la chose? Bon, je préfère dire que tous les Togolais adhèrent. Si les Togolais n'adhèrent pas... Vous avez les images, hein? 2019, lors de la dernière séance plénière, vous avez vu la foule. Donc, les témoignages sont là et on écoute également les remarques. Si les Togolais n'adhéraient pas, on n'allait pas être à la 10e édition. Okay. Voilà. Très bien. Bon, au-delà de ça, un apport, si vous permettez. Okay. Si vous oui. Moi, plutôt, j'aime la dénomination. Quand on nous dit Journée nationale de reconnaissance à Dieu, ce n'est pas seulement dédié aux chrétiens, non. Exact. Dieu, nous l'avons chez les musulmans. Même si nous parlons des féticheurs, ils appellent aussi Dieu. Donc, c'est une journée où tout le Togo est appelé à dire merci au grand Dieu, au grand Manitou, qui nous donne la vie, qui nous protège. Je pense que vous dites... Excusez-moi, pasteur. On ne va pas créer un débat. Non, c'est pas un débat. À mon entendement, tous les jours, quand on se réveille, c'est qu'on dit déjà merci à Dieu. Oui, mais il faut les dimanches ont été sur le plan... Tu manges le riz chaque jour. Pourquoi est-ce que le jour de la fête, tu manges encore le riz? Le jour de la fête, je ne mange pas le riz. Les gars, si on laisse-moi aller au bout. On va pas s'en sortir. Armel, on retient... la journée nationale de reconnaissance à Dieu, c'est le 11 décembre au stade municipal de Lomé. Exact. Sur le coup de 14h, tout le monde y est convié. Exact. Voilà. Monsieur Jules a dans l'été. Peut-être un mot de conclusion. De sortir massivement. Très bien. J'appelle toute la population à manifester un engouement particulier à cette 10e édition. Parce que nous savons particulièrement que, en fait, cette 10e édition sera à la dimension du Dieu que nous servons. Et après cette édition, Dieu va encore ouvrir les écluses des cieux sur le pays. Très bien. Merci. Et comme on dit si bien, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Merci beaucoup. Merci. À vous, Monsieur Jules, dans l'été, je rappelle, membre du groupe Salut et Joie, et vous étiez là donc pour nous parler de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, la 10e édition qui aura lieu le 11 décembre prochain ici à Lomé au stade municipal. Vivement. On sera là. Amen. Merci beaucoup. Voilà. À tout de suite. Vous restez avec nous, mesdames, messieurs.
Retour sur le plateau pour la suite de l'émission avec cette fois-ci M. Kenou Emmanuel qui va nous rejoindre, je rappelle, responsable de communication de l'ESIG. Monsieur Kenou Emmanuel. Oui. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous, Madoua? Ça va, c'est la grande forme? Très bien, on va bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Vous êtes le responsable service communication, c'est ça? Oui. Voilà, au niveau de l'ESIG. Global Success. Global Success. Success. Pour ne pas dire succès. C'est ça. Ouais. Vous voulez bien présenter cette grande école aux téléspectateurs, ceux qui ne connaissent pas forcément ESIG Global. Sans problème. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et il faut dire que ESIG Global Success, c'est une école supérieure d'informatique et de gestion qui est basée à Bekbota, sur le boulevard de Loti, en face de l'église catholique Maria Goretti. Nous formons en licence et master professionnels dans différentes filières telles que information et communication, ce qui vous donne accès à pouvoir devenir journaliste, communicant, management d'événements. Vous avez tout cela. Et on forme aussi en technique de commercialisation, on forme en gestion. On fait plein de choses chez nous. Et ce qu'il faut noter, c'est que chez nous, la formation, la pratique est à 80% et la théorie est à 20%. Oui, 80-20%. C'est-à-dire, vous faites la première année, deuxième année, déjà, vous êtes apte à pouvoir être opérationnel sur le terrain. Oui. Et à part tout ça, on fait des formations continues, c'est-à-dire des formations à la carte. On forme aussi dans différentes langues. Anglais, allemand, espagnol, cabiais et EV surtout. Cabiais et EV surtout. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par nos langues ici, EV et cabiais. Donc, vous pouvez passer chez nous et vous faire former. Intéressant. Très intéressant. Oui. Ça fait partie de la promotion de nos langues, de nos valeurs traditionnelles. Et je crois que c'est une très belle idée. J'ai eu la chance de rencontrer quelques étudiants issus de leur école et je crois que c'est du bon qui se fait. C'est du bon qui se fait. Ouais. Armel? Ah oui, voilà. Moi, mon inquiétude, c'est quand les étudiants finissent. Vous avez dit que vous faites du 80-20, la théorie du 80-20. Maintenant, quand les étudiants finissent, parce que bon, il faut faire de la théorie, de la pratique à l'école. Maintenant, quand ils finissent et ils ont leur diplôme, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place par l'école pour un suivi ou bien pour accompagner, offrir des stages pratiques en entreprise aux étudiants? Armel, j'aimerais te rassurer. Moi-même, je suis la preuve vivante. J'ai été formé à l'ESIG. Aujourd'hui, je travaille pour l'ESIG, je travaille pour d'autres structures. Et vous avez chez nous aussi, nous faisons la promotion des filières industrielles. Génie mécanique et productique, génie électrique, informatique et industriel, où les étudiants sont amenés à fabriquer eux-mêmes des choses. Pour la transformation du sodia, nous formons des étudiants qui font des machines qui permettent de transformer du sodia sur le terrain. Nous faisons plein de choses. On a inventé, au cours de la semaine de professionnalisation, la dernière édition, une machine qui sert à faire du poulet, à braiser du poulet, et ce sont les étudiants qui l'ont produit. On conçoit même les maquettes de différents bâtiments, des ascenseurs et autres. On fait plein de choses. On ne va pas rester ici à la télé pour le dire, mais venez voir ce qui se passe à ESIG. Les portes sont ouvertes? Les portes sont bien sûr ouvertes. OK. Ah oui. Très bien. Ah oui, oui, toujours dans le sillage de la question d'Armel, quelle est la place que vous réservez à la promotion de l'entrepreneuriat chez vous? L'entrepreneuriat occupe une grande place chez nous à l'école parce que nous avons des modules aussi. En termes de pourcentage, je dirais 80%.
Puisque quand on fait de la pratique, nous amenons nos étudiants à être eux-mêmes à la tête de leur entreprise. Donc, vous pouvez comprendre par là que nous ne faisons pas je dois dire, nous ne formons pas les gens pour les laisser à la maison. On les forme à devenir patrons et à former aussi d'autres personnes. C'est pourquoi vous allez voir déjà des étudiants même qui se mettent en club pour pouvoir ouvrir des entreprises, pour pouvoir faire de petites choses déjà en première, deuxième année à l'ESIG. Très bien, super. Maître? Non, mais je suis appris, je découvre. Félicitations à l'ESIG. Si tel que c'est dit, ça se fait comme ça, je crois qu'on ne peut qu'apprécier. Très bien. Vous restez avec nous. On va donc poursuivre l'émission ensemble. Et on va découvrir maintenant le coup de gueule de Armel. Et après, on va passer à la dernière... En tout cas, on va s'intéresser maintenant au sujet pour lequel l'invité est là. Armel? Oui, mon coup de gueule de cette semaine porte sur ces bonnes dames qui balayent ou qui entretiennent les voies en pleine circulation et en pleine journée, qui par moment bloquent la voie ou forcent les usagers à emprunter ou bien à utiliser les sens interdits, ou par moment même causent des accidents parce qu'eux sont exposés à tout usager de la route. J'aimerais juste évoquer ce sujet. C'est de bonne guerre, c'est une bonne initiative de pouvoir entretenir ces voies. Mais est-ce que c'est fait dans le bon timing? Ça, c'est la question. Parce que le faire en pleine heure de pointe, où tout le monde est en train de courir à gauche pour aller vaquer à ses occupations, et il n'y a pas un mec, juste des plots, quoi. Il n'y a pas véritablement des mesures de sécurité, voilà, pour les protéger elles-mêmes. Parce que c'est vraiment des femmes qui sont âgées qui vaquent à ces occupations. De deux, maintenant, les exposer sous ce chaud soleil tous les jours pour balayer les voies qui sont bitumées. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres places ou bien d'autres artères plus sales que ça à entretenir? Pourquoi c'est les voies bitumées? Il faut balayer. Il y a des coins, des recoins. La dernière fois, j'ai évoqué... Laisse-moi finir. Je pose juste des questions. Est-ce que c'est une priorité de balayer une voie bitumée quand on sait qu'il y a d'autres voies? Laisse-moi finir. C'est une priorité de balayer les voies bitumées. Parce que qu'est-ce qui constitue ou qu'est-ce qui contribue à la dégradation de ces voies bitumées? C'est justement le sable que nous déposons là-dessus chaque jour parce que toutes nos voies ne sont pas goudronnées ou bitumées. Et quand nous ramassons le sable des voies non bitumées pour ramener sur les voies bitumées, ça contribue à la dégradation de ces voies-là. Je ne sais pas si tu as déjà pris la voie de entreprise de l'Union. C'est ma voie. Justement, quand tu finis, avant de finir l'audition, tu vois l'exemple là. Pas d'accord. Calme-toi. Calmez-vous tous les deux. Calme-toi. Et Armel, respire un coup. Armel, Le point. Déjà à la base, ces femmes, elles font un travail formidable. Je l'ai dit. On peut les remercier parce que c'est des femmes. On doit. Voilà, on doit les remercier. Maintenant, est-ce que... Il y a des mesures plus simples pour pouvoir balayer, entretenir ça. C'est là où je peux... Prenons juste le cas du Ghana juste à côté. Une seule machine peut faire aisément, rapidement, efficacement ce travail, sans encombrer la circulation. Et on prend une heure où il n'y a pas une grande circulation. Disons très tôt, laisse-moi finir, très tôt le matin ou tard la nuit. C'est comme ça que ça se fait dans d'autres pays. On ne va pas, parce que... On a vu ces gros véhicules sur nos routes. Ils sont devenus quoi? Bonne question. Non mais sérieusement, en fait, il y a l'aspect sécuritaire. Et quand on voit la poussière, ces bonnes femmes sous le soleil, on ne dit pas qu'elles font il y a des heures de pointe. Il y a des heures de pointe. Elles forcent les gens à passer par des... Je suis parfaitement d'accord avec son coup de gueule. C'est pour ça que j'ai dit, il a bien commencé, il ne faudrait pas qu'il finisse mal. Bon, j'aime beaucoup ce coup de gueule parce qu'il a soulevé un aspect. Ah oui, on est d'accord. Il a soulevé un aspect qui me touche beaucoup, l'aspect sécurité. Que ce soit pour les usagers, comme ces dames, nos mamans là qui balaient. Ce n'est pas vraiment sécurisant
de les voir balayer à 8h, à 9h du Oui. matin. Aujourd'hui, Même à midi, même oui. à midi. Aujourd'hui, Lomé n'est plus Lomé d'antan. De 7h jusqu'à 17h ou 19h, il y a de l'embouteillage sur les voies. L'embouteillage est criard de 7h jusqu'à 19h. Oui. À 9h où vous circulez, vous pensez que Ah ok, non, l'embouteillage c'est à 7h, vous serez déçu. C'est encore saturé. Vous serez déçu. Il faut qu'on trouve un mécanisme. Les gros camions, les voitures dont on parlait tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité de les voir à 2h, à 3h du matin travailler. Effectivement, on ne sait pas là où, on ne sait plus là où ces voitures se retrouvent. Elles soulèvent encore plus de poussière que Oui, c'est pour cela, je crois que c'est pour cela qu'on choisit la nuit pour opérer. Et ces bonnes dames, vous les voyez sans cache-nez. Oui. Ramasser toute cette poussière-là, sans gants, s'exposer comme ça, et parfois ce sont des accidents. Je crois qu'on doit trouver... Et pour quel salaire? Voilà, je crois qu'on doit trouver le juste milieu pour la sécurité de ces dames et la sécurité des usagers. Je vais revenir sur un point. Je crois que le gouvernement met assez de moyens pour construire nos voies. Il faut les entretenir. J'ai tout à l'heure donné l'exemple de la voie de comment on l'appelle, entreprise de l'Union. Oui. Moi, je suis souvent, je ne sais pas quel mot je vais employer, attristé de voir les voies non balayées, envahies par le sable. Le sable, oui. Or, le sable ne protège pas nos voies bitumées. Non, non. Et je crois que maintenant que les mairies sont mises en place, c'est l'occasion pour elles de travailler et de mettre nos voies au propre. Quand je prends la voie de Ségbé, c'est une nouvelle voie. Mais quand vous roulez là-dessus, il suffit qu'une voiture file un peu pour vous dépasser. Tout à l'heure, vous avez le sable au visage. Oui. Il faut entretenir nos voies, mais de quelle manière? Je crois que c'est là où le problème se pose, maître. Oui, mais bon, permettez que moi, je ne rentre pas dans les coups de gueule. Mais vous pouvez apprécier. Je crois que, comme vous l'avez dit, pour entretenir la voie, c'est nécessaire. Maintenant, après, la logistique pour l'entretenir, c'est là où le débat est. Et bon, tout dépend des moyens mis en place. Mais il faut dire que il y a des opérateurs à qui on a donné, on a confié ce travail-là. Et je crois que c'est eux qu'il faut sensibiliser par rapport à l'emploi qu'ils doivent donner aux dames. Justement, est-ce qu'ils ont des moyens pour? Parce qu'avant de leur confier ce travail, il faut quand même s'assurer qu'ils ont des moyens. Voilà. Comme je ne connais pas trop le mécanisme, je ne veux pas rentrer dans un débat que je ne veux pas mener. Voilà. Donc je m'arrête. Oui, mais là-bas. pour la sécurité quand même de ces bonnes dames, il faut vraiment... Bon, j'entends. Ouais. C'est un constat réel. Et c'est normal, oui. Ouais. Très bien. Bon. Je comprends. Maintenant, je ne vais pas se mouiller. Magla, si tu permets, je vais surfer sur ce coup de gueule pour jeter des fleurs. Je ne sais pas si je dois dire... je ne sais pas c'est quelle mairie qui a fait ce travail ou je dois jeter plutôt des fleurs au gouvernement. On a ici parlé des voies du camp GP à Madaromé, des voies non bitumées, mais qui étaient vraiment difficiles d'accès et tout. La semaine dernière, il y a un travail qui a commencé. Quand c'est bon, on peut applaudir ce travail bien fait. C'est une très belle initiative. Vivement que ça aille au bout pour le bonheur des populations que nous sommes. Très bien, merci beaucoup. Allez, conclusion, Armel. Avant la conclusion, j'ai peur de couper la bonne humeur de mon cher ami Luc. La voie dont tu parles, la voie de camp GP, c'est mon secteur. Je t'informe juste que c'est un truc qui se fait annuellement. Et là, les travaux qui sont en train d'effectuer aujourd'hui, dès que c'est fait, c'est parti pour l'année prochaine. Oui, mais c'est fait quand même, non? Non, on ne va pas continuer comme ça. Armel, c'est fait ou pas? C'est fait pour 1 mois et les 11 mois de l'année. l'année. On applaudit le travail qui est fait. Quand c'est fait, on applaudit. Allez, merci beaucoup. Quand ça va se passer, on va en parler. Merci. Juste une petite transition et on revient. Vous voulez faire un petit commentaire là-dessus? Non, bon, moi, je vais plutôt encourager nos mamans qui font ce boulot-là, parce que ça leur permet aussi de gagner leur vie. Il faut mettre les moyens qu'il faut à leur disposition, il faut les sensibiliser et je crois que le tour est joué. Très bien. Ça leur permet de gagner leur vie, mais il faut que ça soit aussi décent. Ah oui, c'est pourquoi je dis il faut les sensibiliser. Les moyens qu'il faut. Allez, merci beaucoup. Juste une petite transition. Et on revient avec notre invité sur le fauteuil rouge, Maître Dominique
Niazo, il est notaire. On revient. Voilà, retour sur le plateau pour la dernière partie de cette émission, toujours avec notre invité, Maître Niazo et ESIG Global Success qui nous accompagnent cet après-midi sur la première. Maître Niazo, vous êtes notaire. Et qui peut-on appeler notaire pour le téléspectateur? Merci pour... Le notaire, c'est tout citoyen, mais Le notaire, c'est un humain, hein, comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, qui a fait des études de droit, mais qui est institué pour recevoir et donner authenticité aux actes auxquels les parties veulent donner ce caractère-là, qui est lié aux actes officiels. En réalité, le notaire a le sceau public, le sceau de l'État, mais il exerce son métier à titre privé. Très bien. Donc, c'est pourquoi dans certains pays... Il a le sceau de l'État, mais il exerce à titre privé. Oui, donc l'État lui cède une parcelle de sa puissance publique et l'autorise à utiliser le sceau. C'est pourquoi vous verrez dans certains pays, le notaire est un fonctionnaire public, contrairement à d'autres. Donc, ça dépend des traditions. Donc, nous sommes des officiers publics, généralement, et officiers ministériels sur certaines missions particulières. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, on le sait, vous intervenez beaucoup dans le foncier. Déjà, pour acquérir une parcelle, quelles sont les procédures, sinon la procédure, j'allais dire, qui doit rentrer en jeu, et à quel moment un notaire aussi doit rentrer en jeu? Bon, et quand on dit quelles sont les procédures pour acquérir, il n'y en a pas. Ça dit que quand on veut acheter, on s'entend sur la chose et le prix. Mais comment bien acheter? Je crois que c'est ça la question. Pour bien acheter, il faut d'abord procéder à certaines vérifications. Parce que les ventes de parcelles sont faites, je peux regrouper les requérants, les vendeurs à deux niveaux. Ça peut être une personne individuelle qui est propriétaire ou ça peut être une collectivité. Au niveau des personnes individuelles, le problème ne se pose pas. On peut vérifier la correspondance entre l'identité de la personne et le document qui fait le lien avec la propriété. Déjà, à ce niveau, le notaire... Oui, j'en venais. Le notaire intervient à toutes les étapes. Même à la recherche de la parcelle, sa fiabilité, tout ce qu'il faut pour garantir que c'est un terrain vraiment qu'on peut vendre. Le notaire déjà intervient. Bon, alors, je disais que ça peut être une collectivité ou une personne physique. Alors, au niveau de la collectivité, ça veut dire que c'est un bien qui appartient à plusieurs personnes, une famille, un village ou autre, et qui vendent. Là-bas, celui qui est désigné pour vendre doit avoir un mandat. Il doit avoir un mandat de ceux qui donc, lui donnent le pouvoir de vendre. Et tous ces aspects, c'est des aspects sur lesquels il est important de faire les vérifications, parce que lorsque vous devez le faire et que vous ne le faites pas, vous ne vérifiez pas, votre vente peut être remise en cause et créer des problèmes. Parce que lorsque vous avez une collectivité qui vend et que c'est un individu sans mandat ni titre qui vend, ça veut dire qu'on peut le remettre en cause. Donc c'est à tout ça que le notaire peut prémunir l'acquéreur en lui donnant des conseils, en lui indiquant les voies à suivre. Bon, au-delà donc des titulaires des droits, ceux qui vendent, il faut aussi voir la nature du terrain. Il ne faut pas que ça soit un terrain non édificandi, c'est-à-dire un terrain qui n'est pas susceptible d'être utilisé comme un terrain à bâtir. Ça peut être des marécages qui sont des terrains réservés pour l'agriculture ou autre chose, ou une réserve qui appartient à l'État. Donc, tous ces aspects doivent être donc, vérifiés par le notaire. Le notaire est habilité à... Bien sûr. À avoir, à vérifier, à accompagner celui qui veut acheter pour lui donner les bons conseils. Très bien. Voilà. Luc? Oui, parlant de cela justement, à quel moment l'acquéreur d'un terrain doit se remettre à un notaire pour acquérir son titre foncier? Le titre
foncier? Bon, normalement, c'est un processus qui s'enchaîne avec des étapes. Lorsque vous avez fini d'acheter et vous avez acheté de la bonne manière, en ce moment, vous faites des documents. Le premier document fondamental, il faut obtenir un reçu de vente ou un contrat de vente qui peut être notarié ou fait administrativement, c'est-à-dire vous le signez, vous faites un certificat administratif. Parce que c'est les deux voies qui sont autorisées pour créer le titre. Alors, quand c'est notarié, ça veut dire que le notaire vous reçoit, les deux parties, le vendeur, l'acquéreur. Vous êtes entendu sur la chose et le prix, la vérification a été faite, c'est un terrain qu'on peut vendre. Le notaire vous reçoit, il fait le contrat, il fait le reçu. Et le géomètre va aller prendre la mesure du terrain pour vous produire un document qui donne les mesures du terrain. Et avec les coordonnées GPS et tout, avec un avis favorable. Parce que aujourd'hui, les services techniques du cadastre, pour écourter les procédures de création de titres, l'ancien 3 tampons est éliminé au profit d'un tampon unique, mais où un travail est fait en amont, c'est-à-dire que le terrain est mesuré avec des coordonnées GPS qui sont plus fiables. Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait des chevauchements, parce que c'était peut-être des rattachements au point géodésique qui peuvent bouger. Alors qu'aujourd'hui, avec les coordonnées GPS, c'est plus précis. C'est plus précis parce que ça ne peut jamais se chevaucher parce que c'est satellitaire et le point ne peut avoir que les mêmes coordonnées quand on le projette. Donc, ceci fait, le notaire maintenant récupère ce document, fait l'enregistrement du contrat de vente dont le taux est aujourd'hui rabaissé et c'est à saluer, et donc organise tous les documents et le soumet au guichet unique. Peut-être rappeler, c'est à combien aujourd'hui? Non, le taux d'enregistrement est à 1,5% aujourd'hui pour la création du titre foncier. Et, bon, écoutez, ça a évolué parce que c'est parti même de 15, 12, etc. Et je crois que le gouvernement a estimé qu'il fallait réduire le taux pour élargir l'assiette, pour permettre à tous les citoyens donc, de créer le titre, pour éviter donc, les problèmes de terrain qui sont récurrents. Et bon, je crois que c'était une bonne mesure, c'est à saluer. Donc, tout ceci fait maintenant, vous déposez le dossier au niveau donc, de la conservation foncière. Vous avez un numéro de réquisition qui est le numéro qui vous permet de suivre le dossier. Après, il y a une étape fondamentale qui est l'étape de la publication. Pourquoi la publication? C'est parce qu'il est important de publier pour puiser les oppositions. Je rappelle que le titre foncier est un titre inattaquable, un définitif et inattaquable. À partir du moment où vous obtenez un titre foncier sur un terrain, on ne peut plus remettre en cause votre droit de propriété. Donc pour le faire, il faut des précautions pour éviter que vous s'achevauchez sur des droits d'autrui. Et donc le bornage permet de purger les contestations. Ça sort dans le journal officiel, il y a des affichages de placards sur une durée de 3 mois. Après les 3 mois, sans opposition, c'est purgé. Et donc le conservateur, ayant ordonné également le bornage contradictoire, qui permet de s'assurer que la mesure, le plan tel qu'on le soumet, respecte les mesures, il ne chevauche pas les biens d'autrui. Et donc en ce moment-là, le processus est continu jusqu'à ce que vous n'obteniez donc le titre foncier. Voilà à peu près décrit et résumé les étapes. Oui, mais je comprends que l'homme, en tant que particulier, peut aller se faire établir son titre foncier comme il peut passer par un notaire. Quel est l'intérêt justement de passer par un notaire? Oui, l'intérêt, c'est déjà de ce que je décrivais, c'est-à-dire que le notaire est formé pour vous accompagner en vous donnant des conseils utiles. Parce que c'est comme vous êtes quelqu'un qui peut déboulonner peut-être un moteur. Mais en réalité, en le déboulonnant, vous allez bricoler. Vous ne le ferez pas de la même manière professionnelle que le mécanicien. Vous pouvez le faire, mais celui qui peut mieux vous donner des conseils pour éviter les écueils et les pièges dans le cadre de l'acquisition ou même des procédures, c'est le notaire. Et donc, l'intérêt pratique,
c'est que le notaire vous accompagne avec des conseils professionnels et très utiles pour que vous évitiez les pièges, parce que vous savez, l'arnaque existe. C'est pour cela que le coût est souvent très élevé? Non, désolé, bon, c'est une malcompréhension. En réalité, les services du notaire ne sont pas si élevés que ça. Vous savez, nous sommes le seul métier dont les honoraires sont encadrés par une loi. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure que nous sommes... c'est l'État qui nous a donc donné une parcelle de sa puissance publique. Donc les honoraires de tout ce que nous faisons comme acte est tarifé. Qu'est-ce qui se passe? Et les citoyens croient qu'on est cher. En réalité, nous sommes collecteurs d'impôts. Nous sommes collecteurs d'impôts parce que tous les actes que nous faisons dans nos cabinets sont assujettis au droit d'enregistrement et au droit de timbre. Donc, tout ce que nous collectons, nous le collectons pour l'État. Parce qu'on prend de l'argent chez le client, nous enregistrons nos actes, nous mettons les timbres, nous payons tous les droits au niveau de l'OTR, au niveau donc du fisc, et c'est une partie seulement qui nous revient à titre d'honoraire. Et cette partie même est encadrée. Voilà, donc... C'est à combien de pourcents déjà? C'est relatif. C'est relatif, mais je vous dis que nos honoraires sont fixés, et c'est fixé pour tenir compte donc, du service public que nous rendons. Mais c'est notre travail qui nous nourrit. Il faut bien qu'on vive, qu'on soit en bonne santé pour continuer par un service. Allez, Armel. Cher maître, est-ce qu'un contrat signé par devant un notaire peut-il être attaqué ou cassé? Normalement, l'acte fait par un notaire fait foi jusqu'à inscription de faux. C'est-à-dire que, sauf si on arrive à prouver que c'est du faux, l'acte du notaire fait foi. Et ça fait partie même des conditions pour rendre et sécuriser un contrat. Parce qu'à partir du moment où vous, vendeur, vous comparaissez devant le notaire, vous signez un document devant lui, il certifie que c'est vous qui avez signé, vous ne pouvez pas le remettre en cause. Sauf à dire que c'est du faux. Et le faux, il faut le prouver. Si par exemple un contrat a été signé entre deux personnes individuellement, maintenant que la personne a commencé les procédures pour l'obtention du titre foncier, maintenant comment est-ce que, ou bien dans quelle mesure cette personne peut faire recourir, certifié par un notaire, vu que le contrat au préalable n'a pas été signé devant un notaire? Bon, le notaire peut recevoir ce document et le déposer au rang de 5 minutes avec reconnaissance d'écriture et de signature. Ça veut dire que les parties viennent, le notaire s'assure que c'est bien eux qui ont signé et le prend en dépôt et le rend authentique en ce moment-là pour pouvoir faire des expéditions. Cette procédure est possible aussi. Alors, vous avez donné un exemple au début où vous aviez parlé de collectivité. Si un notaire maintenant ne prend pas peut-être la peine de vérifier au niveau des collectivités et qu'il y a vice de procédure, si ça bloque ou le document venait à être remis en question, est-ce que c'est le notaire qui paie ou c'est le client qui perd? Non, je rectifie. Je ne dis pas que le notaire doit vérifier au niveau de collectivité, mais le notaire peut vous dire que le terrain qui appartient à une collectivité ne peut pas être vendu par un individu sans mandat. Et ça vous évite de dealer, de traiter avec une personne qui n'a pas de mandat. Vous voyez? Et à partir du moment où le mandat est un mandat précis, clair, ben, il peut y avoir des mandats dans lesquels vous n'êtes pas autorisé à vendre. Oui. Et si vous n'êtes pas un averti, vous allez croire que c'est un mandat qui permet à celui-là de vendre et vous tombez dans un piège. Donc le notaire, lui, il est formé pour, il vous dira, ce mandat est un mandat spécial, un mandat d'administration, ce n'est pas un mandat général pour vendre. Donc c'est tous ces écueils-là que vous allez éviter. Bon, quand vous dites que ça bloque, est-ce que c'est le notaire qui paye ou c'est... Non, le notaire fait toutes les diligences nécessaires pour vous donner le conseil. Maintenant, quand c'est un acte qui est posé dans son cabinet, s'il y a erreur, on peut aviser. Mais quand vous le faites ailleurs et vous lui apportez, ça veut dire que vous avez déjà fait des actes. Lui va vérifier, s'assurer que c'est la signature, c'est l'écriture. Bon, donc sa responsabilité ne peut pas être engagée à tout coup. Donc il faut vraiment prouver que
il a manqué de diligence, de vous donner des conseils qui vous sauvent. Voilà. Okay. Déjà, pour avoir le titre foncier, vous avez déroulé le processus tout à l'heure. C'est quand même un peu long. Mais ça prend à peu près combien de temps lorsqu'on ne confie pas dans le travail à un notaire pour l'avoir? Aujourd'hui, je crois qu'en dehors des délais prescrits par la loi, des délais d'affichage de placard qui est de 3 mois, après les 3 mois et que le bornage est fait, ça va très vite. C'est d'ailleurs l'intérêt, c'était même la raison pour laquelle il a été institué le guichet unique. C'est pour aller vite. Donc, les services techniques disent qu'aujourd'hui, en 6 mois, ils peuvent sortir un titre foncier. Mais, il y a un mais. Il y a un mais parce qu'en réalité, quand ils sont débordés, en termes de réquisition, ce délai ne peut pas être respecté. Voilà. Oui, maître, on sait tous que dans tout corps de métier, il y a ce qu'on peut appeler les brebis galeuses. Malheureusement, ça ne manque pas. Voilà. Par exemple, je fais face à une situation où quelqu'un de la communauté. Du corps? Non, pas du corps de... On est toujours dans le foncier? Si, toujours dans le foncier. Oui. Quelqu'un prend le mandat, seul, va voir le notaire, il deal avec lui. Bon, on a des situations... Bon, voilà, c'est à ce qui paraît. Maintenant, deal avec lui, conclut la vente. Et maintenant, après, le reste des membres voilà, se rend compte que non, voilà, ce terrain a été vendu. Et maintenant, veulent casser ou réclamer leur dû. Quelle procédure eux ils doivent adopter, étant donné que le notaire a déjà certifié? Bon, je n'ai pas bien compris, parce que quand la personne détient un mandat, ça veut dire que la communauté lui a donné un mandat pour agir en leur nom, c'est ça? Oui, peut-être un mandat d'administration, mais pas un mandat de vente. De vente. Oui. On ne le mandate pas de vanter, de vendre, excusez-moi, de vendre plutôt. Maintenant, lui, au lieu d'aller discuter avec les autres, avoir le consensus avant de venir vendre, il va peut-être négocier avec un notaire véreux, peut-être, je mets ça entre griffes, et qui accepte aussi dealer avec lui, et ensemble, ils vendent ça à un profane qui ne sait rien, qui vient acquérir, en pensant qu'il a acheté un bon terrain. Est-ce que ce genre de situation arrive? Je dirais que peut-être, mais ça veut dire simplement que le notaire a été trompé sur une situation. Par contre, aucun notaire ne peut accepter un mandat d'administration pour être vendu. Ça dit que vous avez l'administration, vous recueillez les fruits, vous administrez, vous gérez les locations, etc. Mais vous n'allez pas au-delà. Vous ne pouvez pas vendre. Si le notaire en vient à utiliser un mandat d'administration pour vendre, ça veut dire qu'il s'est trompé. Pas le faux. Il s'est trompé. Peut-être qu'il a mal analysé le document, mais aucun notaire ne peut voir un mandat d'administration et dire oui, vous pouvez vendre. Parce que justement, il y a des fois où ceux qui détiennent le mandat ne comprennent pas la limite d'un mandat d'administration avec un mandat général. Et s'il veut vendre et que vous n'allez pas chez le notaire, vous n'allez pas vous en sortir. Vous achetez un bien et après on vous oppose un mandat spécial pour dire non, il n'avait pas le droit. C'est pour cela qu'il faut voir le notaire. Mais le notaire ne peut pas dealer sur ça. Aller dire, bon, je sais que c'est un mandat d'administration que vous avez, mais je vous aide à vendre. Bon, ça, franchement, je ne peux pas avancer sur ça. On fait face à certaines situations où ça a été signé devant un notaire, mais après on se rend compte que ce n'était pas le vrai propriétaire. C'est le cas de double vente, quoi. Ce n'est pas le vrai propriétaire qui a vendu ou bien cédé le terrain, mais la personne a utilisé les papiers ou bien le mandat de la communauté pour le faire juste en son nom seul. Mais que ça a été fait devant un notaire. Bon, c'est pourquoi je dis ça dépend. Là, il faut qu'on écoute le notaire parce que ça peut être fait dans des circonstances qui ne peuvent pas être celles que vous décrivez. Ça doit être peut-être d'autres situations qui ont été présentées. Parce que lorsque quelqu'un se prépare à tromper tout le monde dans un intérêt personnel, il s'arme de beaucoup de choses. Et donc, ça peut être vraiment que l'attention du notaire a été atténuée sur une chose ou l'autre. Et c'est ça qui lui a permis d'avancer. Mais encore une fois, quand le notaire a un document dans lequel ce n'est pas un mandat pour vendre,
Et non, je ne connais pas de notaire qui puisse vraiment avancer sur ça. Sauf s'il s'est trompé. Très bien. Voilà. Lucas a évoqué tout à l'heure peut-être le coût élevé dont parlent certains. Et vous nous avez rassurés. Et vous pouvez dire aux téléspectateurs, en tout cas, le niveau de sécurité quand on achète un terrain par l'intermédiaire d'un notaire. Peut-être qu'on va terminer par Voilà, merci. Ben, je le disais, hein, vous savez, quand vous faites un peu le tour de tous les problèmes qu'il y a en termes de double vente, en termes de qualité du vendeur, en termes de la qualité, de la nature du terrain, comme je l'ai décrit, le notaire est spécialisé pour le faire. Il est formé pour. Et les écueils que vous devez éviter pour éviter que certains citoyens véreux, dans le cas des cessions de terrain, puissent donc vous arnaquer. Je crois que le notaire est aguerri pour vous donner tous les conseils nécessaires. Quand il s'agit d'un terrain qui appartient à une communauté, il faut un mandat de la communauté, un mandat valable. Un mandat valable. Lorsque c'est un terrain individuel, il faut vérifier la nature du terrain. Est-ce que ce terrain-là est un terrain qui n'est pas une réserve? Est-ce que c'est une zone édificandi? Est-ce que c'est une zone non édificandi? Etc. Donc, le notaire a tous les moyens en rapport avec les services techniques pour contrôler et vous rassurer que vous pouvez faire une acquisition paisible. Maintenant, passons. Au-delà de ça, lorsque vous avez un contentieux après l'acquisition, je vous disais tout à l'heure que l'acte du notaire fait foi jusqu'à inscription de faux. Ça veut dire que quand vous avez un document du notaire, donc vous êtes protégé en termes d'authenticité par rapport au document. Celui qui vous a vendu ne peut jamais remettre en cause sa signature faite devant le notaire. Donc vous voyez que je peux multiplier les exemples. Les garanties sont beaucoup plus nombreuses lorsque vous sollicitez les services d'un notaire. Voilà. Très bien. Maître Niazo, on arrive au terme de notre entretien et votre mot de la fin. Merci, c'est de vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée ce soir de parler un peu du foncier. Je crois que si cela nous a permis de sensibiliser certains de nos citoyens pour qu'ils puissent donc éviter les écueils des arnaqueurs, je crois qu'on aura rendu service à la nation. Et Dieu seul sait combien chaque jour beaucoup de nos concitoyens sont donc emmerdés par des problèmes des litiges qui sont nés sur la base des transactions qu'ils ont eu à faire et qui sont mal ficelées ou dont le départ, l'analyse même du dossier avant donc l'acquisition est mal fait. Donc, encore une fois, sans faire la publicité de ma profession, la loi nous confère déjà un certain nombre d'attributions qui nous permettent donc d'accompagner les citoyens. Et donc, je les convie à avoir tous notaires pour donc toutes les acquisitions. Voilà. Peut-être vous allez permettre, votre cabinet est situé... Oui, bon, mon cabinet est situé à Lobé, vers Tocoin, Foreva. Bon, la loi nous interdit la publicité. Je parle donc ici au nom de la corporation pour dire encore une fois que tous les notaires, quels qu'ils soient, rendent les mêmes services. Ce n'est pas forcément moi. Tout le monde a le bagage nécessaire. Il suffit que ça soit un notaire pour faire le boulot. Merci beaucoup, maître Dominique Niazo, remercie. notaire, je rappelle, président de la Fédération togolaise de pétanque. J'espère que vous allez nous inviter un jour à... Oui, le championnat commence le 27, donc beaucoup de terrains seront occupés par la pétanque. Oui, je vous invite. Très bien. Et président de la commission de discipline au niveau de la Fédération togolaise de football. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec nous. Ça a été vraiment très instructif. Merci à vous. Luc? Oui. Merci. Armel? Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Kenou Emmanuel? Oui, Magloire, si tu le permets, je vais dire un dernier mot avant de partir. C'est de vous faire former à ESIG dès maintenant, sinon Jésus revient bientôt. Je suis d'accord. Un contact.
Le 93 03 33 51. Le 93 03 33 51. Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Allez, merci beaucoup à tous et je souhaite un très bon ménage à Ariel et Luc. Merci beaucoup. Et merci à l'ensemble de la production, merci à l'ensemble de l'équipe technique et merci aussi à vous, chers amis. Merci d'être passés dans cette émission, chers téléspectateurs. Et bien, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez vous rattraper dans la rediffusion à 23h et puis vendredi à 14h10, toujours sur la première. Allez, à dimanche prochain. Merci.